Bonsoir. Pour cette lecture, nous allons continuer notre conversation sur les stratégies d'allocation des ressources humaines et financières qui sont utilisées un peu partout, essayer d'extraire de cette conversation des principes généraux. Donc le but de cette conférence aujourd'hui, c'est vraiment de présenter certains modèles, de voir quels sont les points communs et les points différents, mais surtout essayer de terminer la lecture avec les tendances actuelles quand il s'agit de gérer les ressources financières, les ressources humaines en sciences, en technologie et surtout quand on veut encourager l'innovation. Je vous avais parlé la dernière fois en introduction de cette conversation du système NIH. Rappelez-vous, les Instituts nationaux de la santé américains ont été créés par un acte présidentiel. Donc, on retrouve toujours, comme je vous l'avais dit la dernière fois, souvent une volonté politique de créer une allocation de ressources pour un but social, un but public, d'utilité publique. Donc, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cet individu, Vannevar Bush, qui était doyen de sciences au MIT et qui avait été conseiller du président Roosevelt, dit de manière très claire, dans un document vraiment essentiel pour l'histoire de l'innovation aux États-Unis, un document qui s'appelle Science, The Endless Frontier, la frontière sans fin. Et vraiment, pour ceux qui sont intéressés à une étude rigoureuse des mécanismes d'allocation et des décisions d'allocation de ressources, il faudrait vraiment lire ce document, il est disponible. Et donc, l'idée essentielle, c'est que le progrès scientifique est essentiel à la sécurité nationale, à une meilleure santé, à plus d'emplois, à un standard de vie plus élevé et au progrès culturel. Donc vous voyez, c'est une déclaration en fait sociale et politique. Ce n'est pas une déclaration scientifique, mais elle est basée sur le sens que la science peut effectivement faire avancer tous ces buts sociaux et politiques. Ce qui est important, c'est qu'une partie du budget donc, du gouvernement est dédiée à ce genre de but et une partie du produit intérieur brut. Et je vous avais présenté dans la leçon, pas précédente, mais la leçon d'avant, les chiffres relatifs à travers le monde, entre 2%, 2,2%, par exemple l'Union européenne, jusqu'à 2,8% aux États-Unis, 3,2% au Japon. Mais il y a quand même une volonté politique de dédier une partie des revenus nationaux et d'allouer ces ressources-là au progrès scientifique. Chaque institution qui est ensuite créée par la volonté politique ensuite a une mission très claire. Dans le cas du NIH, c'était de découvrir de nouvelles connaissances qui amèneraient une meilleure santé. Très clair, comment ? En conduisant des recherches dans ses propres laboratoires. À peu près 10% du budget du NIH est dédié à des laboratoires internes au NIH et supporter une recherche dans toutes les agences non fédérales de scientifiques qui ne sont pas employés du NIH, donc indépendants. Ils sont employés par leurs propres universités, leurs propres instituts de recherche, leurs propres écoles de médecine, les hôpitaux. L'essentiel ici, c'est de dire que 90% du budget en fait, est distribué de manière flexible aux demandeurs de fonds. Donc c'est un système où il y a 10% qui est contrôlé, si vous voulez, c'est un système hybride, c'est un système étatique, pour 10% sur des problèmes de santé publique et de sciences de base à long terme, et 90% en fait distribués à travers tout le système. Et bien sûr, translation des innovations médicales, formation des nouveaux investigateurs et communication de l'information médicale sont les buts, la charte, si vous voulez, de ce système. Et je vous l'avais expliqué que quand on décide donc une ressource au sommet de l'État, c'est en général là que ça commence. On décide ensuite quelle est la forme que ça va prendre. Dans ce cas-là, une forme hybride, avec une partie étatique et une partie non étatique, c'est-à-dire qui est distribuée. Distribuée comment ? Je vous avais expliqué le système, c'est-à-dire que le Congrès attribue un budget, mais ne décide pas et ne dirige pas l'allocation du budget. Il y a deux agences aux États-Unis qui ne sont pas du tout, comme on appelle, dirigeables politiquement, le NIH et la Fondation des sciences nationales. Très important.
toutes les autres unités de recherche, que ce soit en l'énergie, que ce soit dans l'espace, sont sujettes à des directives politiques du Congrès ou de l'administration pour justement dépenser tant à tel endroit, à tel labo, dans tel État. Les seuls deux qui ne sont pas sujettes à cette obligation, et qui sont donc relativement autonomes, c'est la Fondation des sciences et le NIH. C'est très important comme distinction. Donc, funding, enfin le financement vient de l'État. Il vient de l'État en deux parties. Une partie dirigée intérieurement dans un système dirigé, si vous voulez, politiquement, et puis une partie non dirigée, autonome. Et ça se distribue, comme je vous avais expliqué, donc je ne reviens pas là-dessus, très clairement. Donc c'est l'investigateur, le scientifique qui propose une idée. C'est revu indépendamment, donc la décision de revue est indépendante du proposal, de la proposition, et ensuite intégrée, si vous voulez, du point de vue programme, au niveau des instituts. Et les instituts, eux, prennent une décision au niveau de leur conseil, qui est 2/3 scientifique, 1/3 public, et ensuite le grant est donné à l'individu. Rappelez-vous que ce qui est très important, c'est que toutes ces subventions de recherche sont données en fait à l'investigateur principal. Donc, troisième niveau de ségrégation, donc de décision d'allocation des ressources, l'État, une structure étatique ou une structure non étatique, une structure étatique avec une charte autonome, et à l'intérieur de ça, des subventions dirigées à l'institution ou dirigées vers l'individu. C'est un système ici qui est dirigé vers l'individu, et cette subvention supporte en fait les coûts additionnels, les coûts indirects de la recherche, en fournissant à l'institution qui reçoit, qui est l'hôte, si vous voulez, de ce scientifique, entre 40 et 70% de la valeur du grant. C'est-à-dire, si on reçoit $1 de subvention pour faire sa recherche, l'institution reçoit 40 à 70 cents de plus pour financer les équipements, financer les buildings, financer l'opération, l'administration. Ce qui est aussi important, c'est la transportabilité de ces subventions. Elles sont transportables, l'individu a la subvention, il peut être à Paris 5 aujourd'hui et Paris 11 demain, ou aller dans une autre université sans problème, et ils sont transférables, et c'est pour ça que les institutions, si vous voulez, essayent d'être les meilleurs hôtes possibles pour les innovateurs, parce qu'elles gagnent quand un innovateur veut s'installer et veut participer, amener son laboratoire dans une université donnée, elles perdent quand l'inverse se passe. Et donc, si vous voulez, les pierres angulaires, c'est ce système de revue indépendante qui est d'ailleurs obligatoire, et c'est ce système de revue d'abord indépendante et anonyme. Donc il n'y a pas vraiment, on ne sait pas qui revoit les grants, ce sont des gens qui sont sélectionnés en fonction de leur connaissance du domaine. Ils classifient les propositions, et c'est très compétitif. On en parlait aujourd'hui, à peu près 20% des grants seulement sont fondés pour un cycle d'application. C'est-à-dire, si on est scientifique, en général, on a une chance beaucoup plus grande, entre 40 et 50%, parce qu'on nous permet de faire une demande plusieurs fois pour le même projet. Donc, mais c'est très compétitif. Et encore une fois, il y a une structure qui est mixte entre scientifique et public, en ce qui s'agit de direction stratégique, dans l'allocation stratégique. En général, au NIH, enfin ma politique, la politique de consensus, c'est que 30% des ressources sont dirigées de haut en bas et 70% de bas en haut. 30%, c'est-à-dire comment? C'est ce qu'on appelle des appels d'offres, en fait. Donc on identifie un sujet particulier qui est d'importance critique à la recherche biomédicale et on fait un appel d'offres. Et ensuite, il y a une compétition, un concours, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit les institutions nécessaires. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'une des raisons pour laquelle ces institutions restent populaires et restent supportées par le public, c'est parce qu'elles font appel justement à un très grand éventail de points d'avis, enfin de conseils. Donc c'est le public en général, les scientifiques, les malades et leurs groupes, le congrès, les associations scientifiques elles-mêmes,
enfin pratiquement l'industrie, pratiquement tous les stakeholders, c'est-à-dire toutes les parties prenantes de ce système sont consultées. En fait, la statistique, c'est que le NIH utilise 36 000 consultants ou consultations par an, soit pour faire les revues de programmes, les revues de projets scientifiques, les avis à recevoir, ce qu'on appelle les sessions de think tank, de brainstorming, 36 000 par an à titre gratuit. Ce sont des gens qui fournissent ce service-là sans paye. C'est vraiment du volontariat. Et c'est cet ensemble de volontariat permanent qui en fait garantit que l'institution ne devienne pas sclérosée, ne devienne pas, intrinsèquement dirigée, c'est-à-dire dirigée vers elle-même. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque institution, donc, quand on alloue ces ressources-là, au niveau politique, au niveau stratégique, on ne peut pas vraiment réaliser tout l'ensemble de l'innovation avec une institution. Il faut tout un écosystème. Et donc l'écosystème, bien sûr, c'est quelle est la relation, donc, j'avais dit, avec le public, le congrès, mais aussi avec l'industrie, avec les compagnies de start-up et les universités. Tout ça, c'est l'écosystème dont on parlera en plus de détails plus tard. Et bien sûr, il y a une décision qui est faite en fonction des autres ressources dirigées vers la recherche et le développement. Donc, quand on prend une décision d'allocation de ressources, soit humaines, soit financières, on ne peut pas le faire dans le vide, on le fait en fonction de ce qui se passe dans l'industrie, dans le reste du monde. Et par exemple, dans ce cas-là, il est clair que le rôle du gouvernement est plutôt de supporter la recherche fondamentale à long terme, la recherche difficile, la recherche à haut risque, plutôt que la recherche immédiatement appliquée. Donc quand on voit, ce sont deux pyramides inversées, le secteur public, 60% c'est de la recherche fondamentale et du développement technologique, 25% de la recherche translationnelle, où on essaye d'appliquer une découverte ou une avancée à un but précis, et ici, bien sûr, les essais cliniques, surtout dans les domaines de santé publique qui ne sont pas supportés par d'autres. Bien sûr, du point de vue de l'industrie, c'est l'inverse. Beaucoup moins de recherche de base, plus de recherche translationnelle, et surtout, là où la dépense essentielle est faite, ce sont les essais cliniques de preuve de concept et, bien sûr, d'enregistrement sur le marché. Donc voilà un peu cet effet complémentaire. On réfléchit toujours de telle manière que la stratégie doit être prise dans son contexte et on essaye, si vous voulez, de contrôler les contributions, si vous voulez, les allocations en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On ajuste au cours des temps. Quels sont les autres mécanismes? Donc je voudrais vous parler maintenant, je vais parler du mécanisme, un des mécanismes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il faut les connaître parce qu'en fait, en les connaissant, on arrive à réaliser la vérité fondamentale ou les principes fondamentaux, si vous voulez, qui sont en train d'émerger maintenant à travers le monde. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle le modèle du laboratoire national. Alors le laboratoire national, c'est quoi? Encore une fois, volonté politique. Et la forme institutionnelle de cette volonté politique, c'est un instrument de l'État, dirigé par l'État, opéré par l'État en tant que laboratoire national. Alors ça, c'est par exemple les laboratoires nationaux des États-Unis, surtout dans le domaine de la défense, mais maintenant, ça existe aussi dans beaucoup d'autres domaines. Le système, par exemple, le Centre national de recherche scientifique le CNRS, est un système où vraiment la décision était de dire on va créer une structure avec une insertion de ressources et aussi une concentration du capital humain, le meilleur capital qu'on puisse trouver, pour essayer justement d'encourager la recherche de base, mais aussi la recherche appliquée, et donc d'arriver à un instrument, si vous voulez, on fait passer ces ressources nationales à travers un laboratoire national. Il y a le deuxième modèle, c'est le modèle de l'académie. Alors, c'est quoi le modèle de l'académie? Je vais vous parler de l'académie des Russes, des sciences, l'Académie des sciences de Chine. Alors, ce modèle-là est différent. C'est un modèle où l'État décide d'investir, mais transmet à une autre institution la responsabilité de le faire.
Donc il n'y a pas une direction directe, il n'y a pas comment dire, de direction, d'allocation des ressources. Elle est faite en bloc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le modèle de société. Alors l'exemple typique de société scientifique, c'est la société Max Planck, Fraunhofer. Alors ça, j'utiliserai la société Max Planck comme exemple, en Allemagne. Et bien sûr, il y a le modèle de ce qu'on appelle le Conseil national de la recherche, ce qu'on voit souvent dans les pays nordiques, en Angleterre, en Suède. Et il y a ce qu'on appelle les programmes de recherche qui sont directement, qui ne sont pas des laboratoires nationaux, mais qui sont des programmes de recherche dirigés, lancés par le gouvernement pour encourager certaines régions, certains champs d'application de recherche qui sont prioritaires pour l'État. Donc voilà les mécanismes. Le laboratoire national qui est directement financé, opéré, géré directement par une organisation qui dépend directement de l'État. Une académie modèle avec une opération qui dépend de l'État mais qui a une autonomie relative. La société, donc Max Planck, Fraunhofer, d'autres, qui est complètement autonome, mais qui reçoit une subvention de l'État, mais qui est ouverte à d'autres subventions, et avec un système d'emploiement qui est flexible, les conseils de recherche nationaux et les programmes dirigés. Bon. Les programmes dirigés, c'est un programme par les gouvernements, c'est quelque chose qui est arrivé pratiquement les dernières 20-25 années. Et ça a vraiment commencé au Japon. Le Japon, dans les années 60, il y avait quand même un sens que l'industrie japonaise fournissait des produits qui étaient de bonne copie, mais la qualité n'y était pas. Or, ils prennent une décision dans les années 60 d'avoir des programmes à travers le ministère de l'Industrie et de la Technologie et d'allouer des ressources directement à l'innovation technologique dans des domaines stratégiques. Donc, ils se lancent par exemple sur la science des matériaux, la science des silicones, la science des chips, la science des lasers, la science de tout ce qui était technologie de l'électronique. Ils lancent des programmes nationaux et ces programmes nationaux qui supportent une recherche engagée par toutes les forces de recherche industrielles et publiques au Japon et qui montrent en fait que ça pouvait marcher. C'était un des premiers exemples d'application d'allocation des ressources qu'on faisait souvent dans le domaine militaire. C'est-à-dire la bombe atomique, l'énergie nucléaire, on faisait ça. Mais ça n'avait jamais été appliqué au système civil. C'est vraiment les Japonais, avec leur ministère de l'Industrie et de la Technologie, qui ont commencé à faire comprendre que c'était possible d'encourager la recherche et l'innovation technologique en définissant des priorités nationales. Alors, par exemple, vous avez maintenant Nanotechnologies. Il y a une initiative aux États-Unis qu'on appelle le Nanotechnology Initiative, qui est lancée par l'État, financée sur plusieurs programmes à travers tout le système public. Ce ne sont pas des programmes qu'on gère directement, ce sont des programmes où on essaie de diriger les activités en fait, du système innovateur vers certains domaines encouragés, les nouvelles énergies par exemple. Les sciences, et ça au Japon, en Chine, en Europe, la nanotechnologie est un sujet maintenant gouvernemental très, très prioritaire. Les sciences des matériaux, par exemple. J'avais parlé du silicone, la science des matériaux superconducteurs, par exemple, d'autres programmes. Un bon exemple de ce qu'on appelle ce government-driven research, c'est-à-dire la recherche qui est vraiment en train d'être poussée par des priorités gouvernementales, c'est le programme, par exemple, européen, ce qu'on appelle le Framework Program, FP, pour la recherche, qui est un plan sur plusieurs années, qui détermine les priorités européennes. Un bon exemple, c'est l'exemple des EMI, c'est-à-dire les médicaments innovateurs, qui est un exemple de collaboration entre l'Union européenne et le système biomédical privé, industriel et public, pour essayer de résoudre des problèmes communs d'innovation en pharmaceutique et en biotechnologie. Donc on voit ce genre de programme est très populaire en fait depuis 25 ans, augmente dans la proportion en fait des décisions d'allocation des ressources dans les gouvernements, surtout parce que
il répond à des priorités nationales. Et donc, si vous voulez, il y a une compétition globale dans ce domaine. L'exemple de la société, alors donc la société Max Planck, il faut bien vous rendre compte que la société Max Planck, c'est une série d'instituts, tous coordonnés à l'intérieur même d'une société, donc une entité qui existe légalement, une corporation qui a ses membres, qui a ses règles, qui décide du choix de ses membres et donc quels sont les chercheurs qui vont être supportés. Il faut bien vous rendre compte que ce genre d'institutions ont existé depuis très longtemps. Je vais vous donner d'autres exemples. Mais c'était avant que ce soit en 1948, ça devienne la société Max Planck, c'était la société de l'empereur Guillaume, enfin Kaiser Wilhelm. Et c'est intéressant parce que là, l'État ne décide pas quel est le sujet d'application. L'État décide de fournir à peu près 1 milliard d'euros à l'État fédéral, 1 milliard d'euros tous les États des allemands, donc entre 2 milliards et demi d'euros, qui sont pratiquement donnés sans directive. À part que les principes, c'est que la Max Planck Society doit recruter des chercheurs extraordinaires dans des domaines critiques de la recherche de base. Donc, de développer les nouveaux champs de recherche qui ne sont pas encore établis et surtout qui ne sont pas financés par d'autres. Et c'est surtout pour supporter la recherche interdisciplinaire. Donc, comme la Max Planck Society n'a pas de limite dans sa manière de combiner les équipes de recherche, elle peut vraiment prendre un biologiste, un chimiste, un computer scientist et les mettre dans une équipe interdisciplinaire. Donc, elle a ce degré de liberté. Et bien sûr, liberté aux scientifiques, mais une évaluation très rigoureuse qui permet, si vous voulez, une qualité qui est soutenue au cours des années. La société Max Planck a réussi à faire son renouvellement permanent, justement avec ce système d'évaluation qui a été établi dans les années 70 comme une structure permanente de la société Max Planck qui est indépendante des programmes de la société Max Planck. Donc, le président de la société peut faire appel à des experts externes à la société Max Planck qui ont des avis en fait très, très directifs vis-à-vis de la continuation ou de l'arrêt de certains programmes. Le CNRS, comme vous le savez, a été fondé en 1939, encore une fois, par le gouvernement, et le CNRS a des missions très claires, c'est-à-dire évaluer et conduire. C'est-à-dire là, la mission est combinée. C'est d'évaluer et de conduire la recherche, capable d'avancer les connaissances, et bien sûr, comme avec le NIH, il y a toujours une connotation sociale, culturelle et économique pour la société. Et donc de contribuer à l'application, à la promotion de ces résultats, donc translation, de développer de l'information scientifique, de former toute la génération, des nouvelles générations, et surtout, dans le cas du CNRS, de participer dans l'analyse du climat scientifique national et international et son potentiel pour l'évolution donc, de la politique nationale. Toujours, encore une fois, alors ça c'est le modèle différent, où on a carrément mis les priorités nationales de recherche, surtout les recherches de base, dans une organisation qui a cette responsabilité. Donc, la différence au CNRS, c'est que le CNRS a le financement, décide du financement de manière interne et décide des priorités en fonction de cette interaction vis-à-vis du gouvernement sur les priorités nationales à travers leur capacité, si vous voulez, d'analyse de ces tendances nationales et internationales. Alors, je vais vous donner maintenant l'exemple de l'Académie des sciences soviétique. Alors ça aussi c'est intéressant parce que les gens oublient, on pense que toujours que, enfin je dis soviétique, en fait c'est russe, elle était soviétique, mais elle n'est plus soviétique, elle est russe. Mais l'origine de cette structure est de 1724. En fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était Leibniz, le grand mathématicien allemand, qui avait été conseiller de l'empereur Pierre le Grand, et qui ont donc créé en 1724 cette société, un peu comme le Collège de France en 1536. Il y a une origine très monarchique dans beaucoup de ces sociétés scientifiques, en fait, parce que le monarque avait les ressources de l'État, donc il les
alloués directement à une société. Ensuite, c'est devenu l'Académie des sciences de Russie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça consiste d'un réseau d'instituts scientifiques de recherche, mais non seulement un réseau avec leurs propres employés, mais ils emploient aussi des unités auxiliaires, des unités sociales. C'est tout un système, en fait, l'Académie des sciences. C'est un système de promotion de la science, aussi bien qu'un système de performance de la science. Et donc, l'Académie des sciences en Russie, vraiment, réalise, si vous voulez, dans son ensemble, toute la mission d'encouragement, d'information de toute la science en Russie, très différent de la société Max Planck, qui est une société dédiée au plus haut niveau de recherche, tandis que l'Académie des sciences de Russie a une mission plus large, beaucoup plus contrôlée par le gouvernement en Russie qu'en Allemagne, Max Planck. Mais cette académie, maintenant, est devenue autonome, c'est-à-dire qu'elle est en train de devenir, ou on essaye de la rendre, plutôt comme la société Max Planck. Et elle a été, bien sûr, formée par le gouvernement de la Russie. Le dernier exemple, sont les conseils de recherche nationaux. Et ça, c'est surtout l'exemple de l'Angleterre et de la Suède. Alors, d'habitude, ce genre de conseils sont créés et sont dédiés à un champ scientifique. Alors, en Suède, par exemple, il y a, je crois, 6 ou 8 conseils de recherche, chacun dédié biomédecine, physique, chimie, et qui seulement récemment, ont été intégrés dans ce qu'on appelle les Science Research Councils, les conseils de sciences en Suède, donc un événement récent. Justement, cet événement a été nécessaire parce qu'il y a eu l'émergence de la science interdisciplinaire qui n'était pas supportée dans un système où on alloue les ressources par discipline. Il est très difficile justement de réaliser des projets transverses. Donc changement institutionnel en Suède et changement institutionnel récent aussi en Angleterre, où on commence à réaliser l'importance des projets interdisciplinaires. Ce qui est très important, c'est que les conseils sont en général des agences de financement seulement. Elles ont des fois des programmes internes, mais le plus souvent, la majorité, c'est un peu comme le NIH, ce sont des organisations qui financent, qui revoient les propositions, qui financent, mais qui n'exécutent pas la recherche, qui n'opèrent pas elles-mêmes la recherche. Et ça, c'est important de comprendre que ce genre d'agence est basé en fait sur une liberté du monde scientifique à proposer ses propres recherches et non pas être dirigé de haut en bas. Donc, quelles sont les caractéristiques, si vous voulez, des stratégies d'allocation de ressources? Alors, il est clair que vous avez toujours, à l'origine, un financement par l'État. Il n'y a pas de pays, que l'on sache, où il n'y a pas eu un début d'innovation technologique sans un investissement à long terme de l'État. Deuxièmement, le degré d'autonomie entre l'investissement de l'État et le contrôle de l'État est variable. Donc on va de certaines décisions où on contrôle pratiquement et le financement, et l'exécution, et les employés, et les programmes. C'est surtout le cas de ce qu'on appelle les laboratoires nationaux. C'est souvent le cas dans des recherches technologiques avancées, surtout quand ça touche à la sécurité nationale. Évolution au cours des années vers plus d'autonomie, plus de ce qu'on appelle le d'auto-assemblage au cours des temps. Donc, en fait, la tendance actuelle est tendance à moins de contrôle et plus d'autonomie. La combinaison de ce qu'on appelle la recherche ciblée et la recherche non ciblée. Donc, si vous étiez en train de réfléchir en tant que stratège pour dire comment faire, il faut réfléchir à le pôle contrôle, plus de contrôle, moins de contrôle, et le pôle, est-ce qu'on cible ou on ne cible pas la recherche? Alors, je vous ai donné des exemples où il y a vraiment une tendance bifide. Il y a des programmes de recherche gouvernementaux dans des domaines de technologie où les avancées sont nécessaires ou censées être nécessaires, l'énergie, la nanotechnologie, chaque pays a pratiquement sa liste de priorités. Ça, c'est en augmentation.
On voit de plus en plus de gouvernements être interventionnistes dans les domaines de recherche où il leur semble que le pays n'est pas assez représenté, où il n'y a pas assez de chercheurs dans le domaine. En même temps, on voit une propensité à essayer d'éviter justement le ciblage excessif dans les organismes de recherche permanents. C'est-à-dire que créer un nouveau champ d'investigation demande une intervention. Par contre, soutenir les champs d'investigation qui sont déjà sur place demande justement une balance ou ne pas avoir trop de dirigisme, trop de ciblage, parce que, bien sûr, la science avance, mais l'adaptabilité de la science demande à ce qu'on ait un équilibre entre les deux. Or, cet équilibre entre ciblé et non ciblé, recherche ciblée et non ciblée, est variable de pays à pays. Alors, aux États-Unis, comme je le disais aujourd'hui, c'est du 30% ciblé, 70% non ciblé. Il y a d'autres pays, c'est plutôt, Japon, c'est plutôt l'inverse. 80% ciblé et 20% non ciblé. Mais le Japon a fait une réforme, il y a 4 ans, où justement ils essaient de diminuer la portion de ces recherches-là dans le domaine ciblé. Donc, quand on parle d'un domaine qui est établi, essayez d'avoir moins de ciblage et plus productif. Quand on parle d'un domaine qui n'est pas établi, eh bien ça, c'est le rôle même de la stratégie, c'est de cibler ce domaine-là, de le financer jusqu'à ce qu'il s'établisse. Une fois qu'il est établi, le laisser partir. Et le quatrième point, c'est la différence entre la gestion et l'évaluation. Et là, c'est quand même une évolution qui est en train de se passer, où de plus en plus on se rend compte que gérer la science directement avec des méthodes dirigistes a un effet négatif, parce qu'il empêche en fait la flexibilité et l'adaptabilité. Et deuxièmement, il y a toujours des conflits, il y a toujours des tensions. Et on se rend compte aussi que si on est en même temps ordonnateur de la dépense et exécuteur de la dépense, on commence à avoir une pensée, si vous voulez, qui se sert d'elle-même. Et donc, de plus en plus, on essaie de séparer le financement de l'exécution de la recherche. Parce que quand on exécute un programme de recherche et qu'on a accès à son financement directement, on peut trouver toutes les raisons du monde pour dire que ça doit continuer et que ça ne doit pas changer et que c'est toujours moi le grand champion. Et donc, éviter, si vous voulez, ce système où ceux qui réalisent la recherche sont ceux qui contrôlent les ressources de la recherche, c'est une tendance qui est en train de se généraliser. Et bien sûr, l'indépendance de l'évaluation. Donc, on est en train d'évoluer de systèmes qui étaient beaucoup plus sélectionnés, on choisit les meilleurs, on leur donne des financements, on leur donne les moyens de décider ce qu'ils font, on leur donne le moyen de s'évaluer eux-mêmes, et on passe d'un système comme ça qui a bien marché. Il faut pas, ce sont surtout dans ces systèmes-là où on arrive à réaliser de grands projets, surtout des projets d'engineering, où on doit réaliser une fusée, où on doit réaliser quelque chose de technologique. Ça, c'est très performant. Le problème avec ça, c'est qu'au cours du temps, des conflits s'installent, on ne peut plus changer, on garde les ressources, mon labo, c'est mieux que le labo du jeune qui va arriver, et ainsi de suite. On arrive à des tensions et des conflits. Et donc, tendance actuelle, c'est de séparer, en fait, le financement de la science, la gestion de la science et de l'évaluation de la science. Donc, un monde où on alloue les ressources de manière tripolaire. Donc, quels sont les mécanismes fondamentaux, si vous voulez, si vous posez les questions donc à la fin, en tant que, si vous étiez dans une position où vous deviez décider ou conseiller quelqu'un, moi, j'essaie d'être pratique dans ce domaine. Et donc, la première des choses, c'est ce qu'on appelle les dépenses de capital. Parce que quand on va créer un institut ou une structure de recherche, que ce soit en médecine ou en physique, la première question, c'est bien sûr de construire les laboratoires, de fournir les équipements, d'avoir un environnement où on peut faire cette recherche. C'est ce qu'on appelle les dépenses de capital. Donc, la première question, c'est qui paye? Who pays? Et bien sûr, il y a deux manières de faire. Il y a une manière où l'État paye toutes les dépenses. Donc, il y a un projet, on fait un appel d'offres, on va faire des laboratoires, et ça coûte 5 millions, voilà 5 millions.
ou alors on dit non, vous prenez le risque et moi je rembourse en fonction de vos succès scientifiques. Et ça, c'est le système où on recouvre en fait l'investissement en capital à travers cette contribution indirecte du financier de la recherche, qui est soit l'industrie, soit l'État, mais on ne paye pas entièrement. Bien sûr, entre ces deux pôles, il y a des réalités diverses. Alors, je peux vous montrer par exemple des exemples aux États-Unis où on paye l'équipement, mais on paye une partie de la construction. Et ensuite, on paye des coûts indirects. On peut voir aussi dans d'autres pays où l'équipement est fourni, le building est fourni, les salaires sont fournis. Ce qui n'est pas fourni, ce sont les fonds de recherche, les fonds variables. Donc, il y a différence entre les deux, il y a une gradation. Mais ce sont les deux pôles essentiels. Est-ce que vous fournissez tout le capital et puis vous laissez courir, ou vous fournissez une partie du capital, ou c'est un capital conditionnel. Deuxièmement, qui possède? C'est la deuxième question. Il faut toujours poser la question, une fois qu'on a construit cette ressource, qui la possède? Est-ce que c'est le gouvernement lui-même? Ça, c'est le laboratoire national. Ou alors, est-ce que c'est une organisation un peu, pas indépendante, et autonome, et encore contrôlée, mais elle a quand même un degré d'autonomie scientifique. Alors, à ce moment, on voit qu'on donne l'autonomie scientifique, mais on ne donne pas l'autonomie financière ou administrative. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des responsabilités politiques à faire cela, et c'est pour ça qu'on choisit cette structure intermédiaire. La structure intermédiaire classique, c'est l'Académie des sciences de l'Union soviétique. Le CNRS, c'est peut-être dans cette catégorie aussi. Et, ou alors, troisièmement, c'est une entité indépendante. Pasteur, l'Institut Pasteur, indépendant. Les universités aux États-Unis qui sont privées, qui sont indépendantes, même les universités publiques d'ailleurs sont indépendantes et autonomes, qui ne dépendent pas du tout de la politique du gouvernement, qui sont indépendantes du gouvernement. Si un coup de téléphone, je le dis en termes pratiques, c'est quand le ministre appelle, est-ce que vous répondez ou pas? Si vous êtes le gouvernement vous-même, vous avez intérêt à répondre. Si vous êtes dans une structure semi-autonome, il vaut mieux pas tarder. Et si vous êtes dans une structure indépendante, ça dépend de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus ou moins de dépendance. Une fois qu'on a décidé qui paye, qui possède, il faut décider qui opère, c'est-à-dire qui exécute les programmes. Alors, encore une fois, on peut avoir le gouvernement lui-même à travers de la fonction publique. C'est encore le cas souvent des laboratoires nationaux, mais ce n'est pas seulement le cas de laboratoires nationaux. Souvent, on peut trouver des organisations autonomes ou semi-autonomes qui utilisent encore un système de fonction publique, parce que le personnel et le capital ne sont pas les mêmes. Ou alors encore une société comme la société Max Planck, où l'emploi est indépendant de l'État, mais l'institution elle-même n'est pas indépendante, elle reçoit toujours ses fonds de l'État, et donc elle est obligée de rendre compte à l'État, ou alors une institution indépendante encore, qui opère, qui reçoit les fonds, mais qui exécute la recherche, et qui ne décide pas de la qualité de cette recherche ou du financement de cette recherche, elle est toujours en état de demandeur. Donc ça, c'est en fait les trois questions qu'il faut vous poser. Qui paye, qui possède et qui opère. Et une fois qu'on a vu cette question, on passe tout de suite à la deuxième question. Comme ce sont des ressources, quelles sont les dépenses d'opération? Il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs manières effectives. Alors, ce qu'on appelle les dépenses d'opération, operating expenses, c'est ce qui est tout personnel, l'équipement, les reagents, les réactifs d'expérimentation, tout ce qui est variable, quoi. Alors, il y a trois manières de faire. Soit on a un budget annuel qu'on discute avec la personne qui paye. On dit, voilà, moi, mon expérience, ça va coûter 100 000 €. Et puis, on discute ça, on se met d'accord. Non, ce n'est pas 80, c'est 80, 90. Il y a un budget, on le dépense. Il y a la deuxième manière, c'est ce qu'on appelle subvention en aide. C'est-à-dire que le payeur, c'est-à-dire l'institution qui finance la recherche, dit, moi, je vous donne 100 000 €. Point final. Je vous aide, ce n'est pas un contrat,
ce n'est pas un budget. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas. Donc il y a une relation plus libre entre les deux. Et la troisième, qui est plus dure, c'est le contrat. C'est-à-dire, on ne fait pas un budget, on dit, voilà, on a besoin de X, vous me dites combien ça coûte, on met plusieurs personnes en compétition, et le vainqueur gagne. Ce sont les trois méthodes, en fait, de financement des dépenses opérationnelles. Et on peut différencier dans ces allocations les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs sont les coûts personnels, les coûts d'expérimentation. Les coûts indirects, c'est le building, le capital, nettoyer le building, l'administration, tous les coûts indirects. Mais il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que dans toute cette conversation-là, il y a un facteur essentiel, c'est le facteur personnel. Parce que le coût de personnel, le coût des employés, est le coût principal dans la recherche et l'innovation. 75% des coûts, 60 à 75% des coûts sont dus à ça. Donc en fait, on ne peut pas vraiment gérer un système d'innovation et de recherche sans avoir réglé le problème du statut du personnel. Et dans ce cadre-là, alors, soit le scientifique est un employé à temps plein de l'agence qui finance, donc par exemple ici l'INSERM, vous êtes employé à temps plein de l'INSERM ou du CNRS, si je comprends bien, ou alors vous êtes carrément fonction publique. Donc vous êtes pratiquement, vos coûts de personnel sont déjà pris en compte pour tout le monde. Et donc les seuls coûts de l'agence de financement, c'est les coûts variables d'expérimentation. Ou alors, vous êtes un employé à temps plein de l'institution qui reçoit la subvention. Et donc là, dans ce cadre-là, vous n'avez pas une relation directe entre l'entité qui finance et l'entité qui reçoit le financement. Le personnel lui-même est plus ou moins indépendant et fait partie soit de l'université, soit d'un institut de recherche, soit d'un laboratoire, ou soit même d'une compagnie, une start-up ou une compagnie privée. Je voudrais finir avec un peu de data, un peu de statistiques, parce que c'est important de comprendre pourquoi les politiques sont en train de changer et pourquoi on se pose la question de dire quelle est la meilleure solution. Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'on alloue les recherches, là, on alloue les ressources de manière assez, bipolaire entre plusieurs méthodes. Mais quelle est la meilleure méthode? Voilà les observations que nous avons faites. Si vous voyez le système NIH que je connais bien, et si vous vous posez la question, quel est le pourcentage de grants qui sont renouvelés à 4 ans? Donc, quelle est en fait la demi-vie d'un grant? Un grant, c'est une subvention de recherche, donc quelqu'un qui a un laboratoire, qui a un sujet de recherche, un projet, et à 4 ans, il revient à l'agence pour dire « j'ai besoin d'un renouvellement ». Combien sont renouvelés? 50%. Donc en fait, la demi-vie, si vous voulez, d'un projet qui est financé dans le système que l'on connaît, c'est à peu près 4 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez avec 100 projets cette année, dans 4 ans, il y en aura 50 qui seront encore viables, dans 8 ans, il y en a 25, dans 12 ans, il y en a 12. Donc vous voyez, c'est une courbe décroissante. Bon, ça, c'est une manière de voir un peu le dynamisme de genre de projet de recherche que l'on supporte. Mais il y a une autre question. Quelle est la demi-vie d'un scientifique qui a été financé par l'agence de financement, par le NIH? Combien de temps quelqu'un, pas un projet, mais quelqu'un, un investigateur, est financé? Donc il est compétitif, puisque c'est un système d'évaluation indépendante, compétitive. Pendant combien de temps on résiste dans ce système? Quelle est la capacité de produire? Or, en fait, on se rend compte que c'est à peu près 8 ans. C'est-à-dire que si on commence avec 100 scientifiques aujourd'hui, eux-mêmes vont continuer leur recherche, leur travail, mais 50 vont continuer à plus de 8 ans, et 25 plus de 16 ans, et c'est à peu près 10 à 15% des scientifiques qui arrivent à recevoir des fonds de support de recherche sur la base de la qualité de leurs travaux pour plus de 20 ans. Donc vous voyez une décroissance avec une période de 8 ans à peu près. En fait, quand on analyse sur la base des publications
la base des brevets, la base des contributions, la base des citations, un peu ce qu'on avait fait la dernière fois quand je vous avais montré les comparaisons internationales, on se rend compte que la période créative pour un scientifique, en moyenne, est de 17 ans. C'est le chiffre qui ressort. Et c'est un peu la période où vraiment il y a une productivité extraordinaire. Et puis, ça ne veut pas dire que 17 ans, c'est la moyenne. Et ça va entre 8 à 40 ans. C'est variable, mais voilà à peu près la moyenne. Et donc, ce qui est très important dans les systèmes d'allocation de ressources, c'est de fournir une flexibilité aux scientifiques, de rester dans le système tout en étant participatif. Je sais que c'est un domaine difficile de gérer une carrière, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il est très important de fournir aux scientifiques des possibilités de carrière diverses. Pourquoi ? Parce que 17-20 ans de vie où on est intensément au laboratoire, on arrive à produire, on arrive à faire des choses intéressantes, et c'est quand même trop court. Ça ne suffit pas. Il faudrait avoir une période plus grande. Donc, essayer d'encourager la productivité à long terme et surtout d'offrir des ponts entre la recherche, entre l'industrie, entre l'éducation et de retour. C'est-à-dire permettre une mobilité dans la sécurité. Parce que c'est ça la clé de l'utilisation du capital humain dont on dispose, c'est de fournir en fait la capacité, par exemple, de quitter l'université pendant 5 ans pour aller faire une compagnie, un start-up, et puis de revenir à l'université. Ou alors de travailler à temps partiel entre l'université et un start-up. De continuer à travailler, si vous voulez, du point de vue éducation, et choisir les éléments du futur. Toute cette diversité d'activités fait que le système est plus productif. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, du point de vue de ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, il y a une tendance qui se développe, qui s'est développée depuis les années 95, où on se rend compte que nos stratégies de ressources humaines étaient en fait inadaptées aux besoins de l'innovation technologique. Donc, de plus en plus, nos directeurs des ressources humaines deviennent essentiels dans la gestion et l'allocation des ressources humaines. Et en fait, un système moderne de gestion des ressources humaines est essentiel. C'est-à-dire comment développer les carrières, comment encourager le développement du leadership, comment un scientifique peut devenir un chef d'équipe extraordinaire, surtout quand on est obligé de travailler à travers plusieurs disciplines en transversal. Et donc, c'est un composant essentiel et ignoré en fait, de tous les systèmes d'innovation, la gestion humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière plus rigoureuse et plus scientifique, parce que la question centrale, est-ce que les innovateurs, est-ce qu'on leur donne assez de flexibilité pour justement explorer toutes les différentes avenues que l'innovation demande? Si on doit passer 1 an en Chine pour apprendre une méthode, ou on doit passer 1 an aux États-Unis pour ramener une autre méthode, travailler dans une industrie, en ressortir, aller à l'université, tout ça c'est important. Mais ce qu'il y a, c'est que nos systèmes d'emploiement, de carrière ne sont pas adaptés. Et ça demande une révolution en fait, dans nos systèmes de gestion humaine, et la direction des ressources humaines maintenant d'une institution de recherche est, à mon avis, aussi importante, sinon plus importante, que la direction des laboratoires et des techniques de laboratoire. Il est important de prendre ça en compte. La mobilité de carrière entre secteurs a l'air d'être essentielle. Et plus on voit, et on en parlera demain, sur quels sont les écosystèmes qui encouragent l'innovation, et plus on se rend compte que cette mobilité d'un endroit à l'autre, et cet échange permanent, a l'air d'être essentiel à la réussite de l'innovation technologique. Et donc, pouvoir fournir, comme je vous ai dit, être consultant, quitter l'université, revenir, ne pas perdre votre ancienneté, aller de l'éducation à la recherche, au business, à l'administration, fournir cet ensemble flexible, moi je trouve que c'est une obligation des systèmes de gestion de ressources humaines qui n'a pas été encore très bien appris et très bien réalisé. Donc les principes qui sont en train de converger, à mon avis, c'est que, 1,
il y a une tendance à séparer le financement de l'opération et de l'exécution de la science et des programmes innovateurs. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire que ceux qui exécutent doivent justifier leur financement, mais ceux qui financent ne doivent pas avoir le droit de décider qui exécute et comment. Deuxièmement, il faut avoir un système d'accountability, de responsabilité par des systèmes d'évaluation indépendants et crédibles. Troisièmement, de permettre une autonomie la plus complète possible, avec le moins de lourdeur administrative, mais qui soit revue à intervalles réguliers. Quatrièmement, c'est surtout de bien comprendre que la productivité d'un scientifique est courte. C'est une période courte, donc il faut l'aider au maximum pendant cette période-là. Quand on a un scientifique qui produit, il faut lui donner tous les moyens possibles. C'est l'idée de la Max Planck, par exemple, où on donne le maximum de moyens aux scientifiques qui commencent à montrer des promesses. Et c'est ça un des problèmes des systèmes d'innovation, c'est qu'on dit c'est temps, c'est tout ce qu'il y a. Et donc, on gaspille souvent le potentiel productif d'un scientifique parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas infini et pas permanent. Et comme je dis toujours, on ne devient pas cheval de course à l'ancienneté. Donc, si quelqu'un a le potentiel d'être cheval de course, eh bien, il faut absolument lui donner tous les moyens de réussir sa course. Et c'est ça un peu cette idée de période créative et bien sûr de fournir toutes les flexibilités de carrière. Il faut réformer le système d'emploi des innovateurs en réformant les directions des ressources humaines et la philosophie des ressources humaines et bien sûr encourager toutes les interactions. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. En résumé, donc, il y a des tendances claires dans le monde où on est passé d'une période où l'État était le financier, de plus en plus contrôler le programme, contrôler les individus, où il y a une décentralisation de plus en plus importante qui est en train de se passer dans tous les pays. La France a fait de grands progrès, par exemple, dans ce domaine. Je remarque quels sont les degrés de flexibilité qui existent maintenant de plus en plus. Et la tendance mondiale, c'est de dire séparer le financement de l'exécution de la revue. C'est un phénomène qui a l'air d'être essentiel, avec au centre une réforme du management, de la gestion des ressources humaines qui soit plus adaptée à la réalité de l'innovation. Voilà, merci.